Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leur réponse. Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle. C'est la base de toute réponse digne. Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche. La décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario, ton silence pèse plus que son bruit. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions.
Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi ? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible ? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre ? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur. Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît. Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu.
L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clair. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur. C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction. Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux, ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée. Accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre. Il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer.
Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable. Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui. Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète. Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris. Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit.
C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus, ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus. C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limitez l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil, mais le plus nécessaire, limiter l'accès. Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid. Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez, vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiments accumulés,
plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre, mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre. La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment avec un calme qui coupe la tension ambiante. Le silence devient lourd, mais ce n'est pas de la soumission, c'est une déclaration. Je ne suis pas ici pour mendier du respect, ni pour mettre aux enchères ma dignité. C'est la ligne emblématique. Celui qui résiste à la pression du moment, celui qui ne se précipite pas à répondre, démontre sa force sans recourir aux cris. Protéger la dignité n'est pas chercher l'approbation ni sortir vainqueur d'une compétition d'insultes. C'est quelque chose de bien plus sobre et bien plus coûteux. C'est décider que ta valeur n'est pas en jeu simplement parce que quelqu'un la remet en question à haute voix. Tu peux sentir le jugement dans les regards autour de toi, percevoir le murmure invisible de ceux qui attendent que tu réagisses, mais tu choisis de ne pas offrir ton énergie à ce théâtre. La dignité se transmet dans la manière dont tu maintiens le regard, dans la façon dont tu tiens ta posture, dans la respiration qui ne se brise pas même si à l'intérieur, l'adrénaline cherche une issue. Cette présence sereine, sans théâtralité, sans geste exagéré, est ce qui désarme celui qui provoque. Il n'y a pas de meilleure réponse que de montrer par des actes que tu n'es pas facile à entraîner. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est une autre ligne emblématique. Le véritable blindage ne réside pas dans le volume de tes mots, ni dans la dureté de tes gestes, mais dans le contrôle de soi que tu choisis d'exercer quand c'est le plus difficile. Celui qui provoque attend un reflet immédiat, une explosion qui rompt l'équilibre. S'il ne l'obtient pas, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas traverser. La dignité, dans ces secondes, est le seul véritable bouclier. Elle ne se manifeste pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de ne pas dire. Chaque provocation qui ne te vole pas ton calme est une victoire silencieuse. La dignité se protège dans la pratique, pas dans la théorie. Elle s'entraîne chaque fois que tu mets le corps, le geste et la parole sous le gouvernement de ton jugement, pas de l'instinct des autres. C'est cela, le respect de soi en action. 9.
Renforce ta sérénité par une pratique quotidienne. La sérénité n'est pas un don tombé du ciel, elle ressemble plutôt à une corde tendue que tu traverses chaque jour au-dessus de l'abîme de la stupidité des autres. Chaque pas est un défi. Tu vacilles, tu ressens le vertige, et c'est alors que surgissent les excuses faciles que tu te répètes pour justifier chaque chute. C'est comme ça que je suis. J'ai un fort caractère. Je ne supporte pas le manque de respect. Le monde est rempli d'imbéciles. Pourquoi devrais-je me calmer? Comme il est facile de jeter l'autocontrôle par-dessus bord et de le déguiser en authenticité. Mais la vérité est crue et n'admet pas d'artifice. La sérénité se construit par une pratique quotidienne. Et si tu ne l'entraînes pas, tu deviens le jouet émotionnel de quiconque décide d'appuyer sur tes boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des discours de développement personnel, ni pour des romantismes du « sois toi-même ». Il y a de la place pour l'effort répété, pour la fatigue mentale de te corriger pour la énième fois, pour la discipline brutale de ne pas tomber dans le piège habituel. Te dérange-t-il de sentir que l'autocontrôle est un travail constant? Bien, car la véritable croissance est toujours inconfortable. La sérénité ne s'acquiert pas en lisant de belles phrases, ni en regardant des vidéos motivantes. Elle se réalise lorsque tu traverses l'inconfort de te mordre la langue, lorsque tu choisis de respirer profondément alors que ton corps tremble de rage, lorsque tu répètes encore et encore l'exercice de ne pas réagir, même si tout ton système nerveux te crie le contraire. Tu parles de dignité, mais tu la démontres dans les microsecondes où tu choisis de ne pas retourner dans la boue de ceux qui insultent. Personne ne devient serein par accident. On devient serein parce qu'on se force à pratiquer, même quand cela ne fait pas envie, même quand l'esprit cherche des raccourcis et des excuses. C'est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. Sérénité qui ne se pratique pas, sérénité qui s'oxyde. Grave-toi cette phrase. Ne te laisse pas tromper en croyant que la répétition est une faiblesse. La répétition est le seul moyen de transformer l'impulsion en discernement. Chaque fois que tu fais face à une provocation sans perdre ton calme, tu places une brique de plus dans le mur de ton autocontrôle. Si tu relâches par paresse ou que tu te justifies par fatigue, tu recules tout ce que tu as avancé. C'est inconfortable, oui, mais celui qui cherche le confort émotionnel finit par payer avec de l'humiliation tôt ou tard. Le caractère se forge dans la fatigue de résister. Tu veux du respect pour toi-même? Ne le cherche pas dans l'indulgence, cherche-le dans la discipline du quotidien. Chaque fois que tu entraînes la sérénité, même en petite dose, tu récupères une partie de toi que le monde essaie de te ravir à grands cris. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Celui qui n'entraîne pas le calme entraîne sa ruine. C'est tout. 10. Choisis toujours la maîtrise de soi, pas la réaction. La maîtrise de soi est une décision, pas un trait de personnalité. Elle n'est pas héritée ni dépendante de la chance. C'est le produit inconfortable de choisir l'autocontrôle plutôt que l'impulsion, encore et encore, même si tout ton corps demande le contraire. Lorsque tu fais face à la grossièreté en public, ton esprit s'active en mode défense. De vieilles croyances surgissent, criant que si tu ne réponds pas, tu restes à la traîne, tu es humilié, tu passes pour faible. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage d'une attente invisible, celle d'être fort à travers la réaction. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre, mais avec l'image interne que tu as de toi-même. Qui es-tu quand personne ne t'applaudit pour garder ton calme? La réponse révèle de quoi tu es fait. Il y a un piège silencieux dans la réaction automatique. Elle semble te donner du pouvoir, mais en réalité, elle te le prend. Celui qui réagit se vide, car il remet son centre à la situation et laisse les émotions prendre le volant. Choisis la maîtrise de soi, celui qui a compris que ce que tu peux perdre de plus précieux dans une provocation n'est pas la discussion, mais le respect de soi. La maîtrise de soi n'est ni froideur ni indifférence. C'est la discipline de ne pas laisser les mouvements des autres dicter les tiens. Chaque fois que la colère te pousse au bord et que tu choisis de ne pas sauter, tu renforces une structure interne que personne ne voit, mais qui soutient tout le reste. Le véritable autocontrôle se cultive dans ces secondes d'inconfort,
dans l'effort de ne pas déclencher la réponse facile, dans le courage de maintenir un silence inconfortable si nécessaire. L'esprit, par défaut, cherche à justifier l'éclat. Je ne pouvais pas laisser passer. Je devais me défendre. C'était juste. Mais derrière chaque justification se cache une incapacité à tolérer la tension interne que produit la provocation. La maîtrise de soi, en revanche, est d'accepter ce malaise sans anesthésie, de le laisser passer par le corps et de l'observer sans le transformer en action. La dignité se construit dans cet espace invisible où tu choisis de te contenir, même si tu sens que personne ne le remarque. Celui qui contrôle la réponse contrôle le résultat. Cette phrase est une invitation brutale à ne pas céder à la faiblesse facile de l'emportement. Tu peux tromper le monde avec une façade de force, mais ton jugement se révèle dans la qualité de tes choix sous pression. Maintenir la maîtrise de soi est un travail ingrat. C'est le muscle qui fait le plus mal à entraîner car il exige de renoncer à la gratification immédiate. Mais chaque fois que tu y parviens, tu crées une distance réelle entre ta valeur et l'opinion des autres. La réaction est esclavage, la maîtrise de soi est souveraineté. La différence entre te sentir maître de toi-même ou te sentir à la merci de n'importe quelle provocation se trouve dans cette ligne fine et rugueuse qui sépare ce que tu ressens de ce que tu fais. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis toujours la maîtrise de soi. C'est le filtre définitif de ta maturité. Ta vie est déterminée par ce que tu penses. Si tu te dis à toi-même que quelque chose est impossible, tu ne l'essaieras jamais. Si tu crois que tu ne peux pas t'améliorer, tu resteras bloqué. Si tu acceptes la médiocrité comme un destin, tu ne connaîtras jamais ton véritable potentiel. Mais que se passerait-il si tu reprogrammais ton esprit pour défier tout ce que tu croyais impossible ? Les stoïciens savaient que l'esprit est le plus grand champ de bataille. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu interprètes et réponds à chaque défi. Une personne avec la bonne mentalité peut transformer les échecs en leçons, l'adversité en croissance et la discipline en une force irrésistible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans leurs compétences, mais dans leur capacité à entraîner leur esprit. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'être une victime de tes pensées et prends le contrôle. Nous allons détruire les croyances qui te limitent, éliminer les distractions qui volent ton attention et développer une mentalité qui te rendra résistant à tout obstacle. Il ne s'agit pas de motivation passagère, mais d'un changement réel et permanent dans la façon dont tu vois le monde et toi-même. Si tu as déjà senti que quelque chose en toi est destiné à plus, c'est le moment de te réveiller. La transformation n'est pas un concept, c'est une décision. Es-tu prêt à réécrire ton histoire? Numéro 1. Brise les chaînes mentales qui te limitent. La plus grande prison dans laquelle tu peux vivre n'a ni barreaux ni murs physiques. C'est une prison construite par tes propres pensées, par des croyances limitantes qui te font douter de tes capacités, par des peurs héritées que tu n'as jamais remises en question et par la voix intérieure qui insiste pour te dire que tu n'es pas assez bon. Mais voici la vérité. L'esprit est malléable. Et les chaînes qui te lient aujourd'hui ne sont que des illusions que tu peux briser si tu décides de le faire. Tout commence par la conscience. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment tu te parles à toi-même? Comment te décris-tu? Comment interprètes-tu ce qui se passe autour de toi? La plupart des gens fonctionnent avec une narration interne automatique, programmée depuis l'enfance par des expériences passées, des commentaires d'autrui et une culture qui enseigne à se conformer. Si ton esprit a été entraîné à voir les problèmes comme des murs infranchissables plutôt que comme des défis à relever, tu seras condamné à vivre dans tes propres limites. Mais si tu décides de reprogrammer ta pensée, si tu choisis de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance, alors les chaînes commencent à s'affaiblir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous limitent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait que nous ne souffrons pas des choses en elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons d'elles. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, capable ou fort, tu agiras en conséquence.
Mais si tu remets en question ces croyances, si tu commences à les voir comme des distorsions plutôt que comme des vérités absolues, alors tu peux commencer à changer ta réalité. Comment briser une chaîne mentale? D'abord, identifie la croyance qui te retient. Demande-toi, d'où vient cette idée? Est-elle vraiment mienne ou l'ai-je absorbée de quelqu'un d'autre? Ensuite, défie-la avec des faits. Si tu crois que tu n'es pas bon dans quelque chose, cherche des preuves qui contredisent cette idée. Les neurosciences ont démontré que l'esprit est plastique, ce qui signifie que tu peux changer les schémas de pensée avec de l'entraînement et de la répétition. Chaque fois que tu te surprends à tomber dans une pensée limitante, arrête-toi et remplace-la par une affirmation plus puissante. Mais il ne suffit pas de changer ta façon de penser, tu dois aussi agir en conséquence. L'action renforce la nouvelle mentalité. Si tu as toujours pensé que tu n'étais pas bon dans quelque chose, commence à le pratiquer tous les jours. Les preuves accumulées de tes propres progrès seront la preuve la plus puissante que les chaînes mentales n'étaient que des illusions. Le problème est que la plupart des gens veulent un changement sans effort, mais la transformation mentale nécessite un travail constant. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ou d'espérer qu'un jour tu te réveilles simplement en te sentant plus fort. Tu dois activement défier chaque croyance limitante, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon de penser devienne ta norme. Si tu continues à répéter les mêmes pensées, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Si tu t'accroches à tes limites, tu resteras coincé en elles. Mais si aujourd'hui tu décides de remettre en question tes croyances, de défier ta narration et de prendre des mesures, tu briseras les chaînes mentales qui t'ont limité pendant des années. La vraie liberté ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Numéro 2. Fais travailler ton esprit pour toi, pas contre toi. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te pousser à réaliser l'impossible ou te condamner à une vie de médiocrité et de frustration. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon dont leur propre esprit les sabote. Ils sont pris au piège, dans des schémas de pensée négatifs, des doutes constants et un dialogue interne destructeur. Mais voici la clé. L'esprit n'est pas quelque chose de fixe, mais un muscle qui peut être entraîné. Si tu apprends à le contrôler, il cessera d'être un obstacle et deviendra l'outil le plus puissant en ta faveur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais bien la façon dont nous y réagissons. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, le problème n'est pas dans la chose en elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. Cela signifie que le plus grand ennemi que tu affrontes n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Chaque pensée négative, chaque excuse, chaque autocritique excessive sont des obstacles que tu crées toi-même. Mais la bonne nouvelle est que, si tu les as créés, tu peux aussi les défaire. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu le laisses négliger, des mauvaises herbes pousseront. Pensées toxiques, peurs irrationnelles, croyances limitantes. Mais si tu décides de le cultiver avec discipline, de nourrir des pensées de croissance et de défier tes propres doutes, alors il deviendra un terrain fertile pour la force mentale et le succès. Les neurosciences ont démontré que chaque pensée renforce les connexions neuronales. Si tu penses constamment à des problèmes, des soucis ou des insécurités, tu renforces ces voies mentales. Mais si tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur des solutions, la croissance et les possibilités, ce sont ces connexions qui deviendront plus fortes. Comment faire travailler ton esprit pour toi? D'abord, prends conscience de ton dialogue interne. Comment te parles-tu à toi-même? Te traites-tu avec respect ou avec dureté? L'esprit croit ce que tu lui répètes constamment, donc si tu te dis constamment que tu n'es pas suffisant, tu en feras ta réalité. Change-le. Remplace chaque pensée autodestructrice par une pensée qui te renforce. Au lieu de dire « je ne suis pas bon à ça », dis « je m'améliorerai avec de la pratique ». Au lieu de « tout va mal pour moi », dis « j'apprends de chaque erreur ». Deuxièmement, arrête de nourrir des pensées inutiles. Combien de fois as-tu gaspillé de l'énergie à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle?
L'esprit a une capacité limitée de concentration. Si tu la gaspilles en inquiétudes inutiles, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. Adopte la mentalité stoïque. Accepte ce que tu ne peux pas changer et consacre ton énergie à ce que tu peux contrôler. Troisièmement, utilise la visualisation comme outil. Les grands athlètes, entrepreneurs et artistes ont utilisé la visualisation pour entraîner leur esprit avant d'atteindre leurs objectifs. Si tu imagines constamment un avenir où tu échoues, ton cerveau le prendra comme une prédiction et agira en conséquence. Mais si tu visualises le succès avec clarté et émotion, ton esprit travaillera pour le rendre réel. Ne laisse pas ton propre esprit être ton ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te contrôlera. Mais si tu le disciplines, il deviendra l'arme la plus puissante que tu aies jamais eue. Numéro 3. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur ce qui compte. Le monde moderne est un champ de bataille pour votre attention. Chaque notification, chaque message et chaque écran rivalisent pour vous voler des minutes, des heures, des jours de votre vie. Sans vous en rendre compte, vous tombez dans un cycle de distraction qui fragmente votre concentration, disperse votre énergie et vous éloigne de ce qui compte vraiment. Et voici la vérité. Celui qui contrôle son attention contrôle son destin. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients du coût réel de la distraction. Il ne s'agit pas seulement du temps perdu, mais de la qualité de la pensée que vous sacrifiez. Chaque interruption, chaque changement soudain de tâche affecte votre capacité à entrer dans des états de concentration profonds. Les neurosciences le confirment. Chaque fois que vous permettez une distraction, votre cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'il avait auparavant. Si cela se produit encore et encore tout au long de la journée, vous finissez par vous sentir épuisé, improductif et frustré, sans même avoir fait quoi que ce soit de significatif. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'attention. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la clé de la vie est de diriger l'esprit avec un but et de ne pas se laisser entraîner par des futilités. Aujourd'hui, plus que jamais, cet enseignement est essentiel. Mais comment reprendre le contrôle de votre attention dans un monde conçu pour la disperser? Premièrement, identifiez vos principales distractions. Elles ne sont pas toutes égales. Certaines sont évidentes, comme les réseaux sociaux ou la télévision, mais d'autres sont plus subtiles, des soucis inutiles, des conversations sans but, des habitudes mentales qui consomment votre énergie sans rien apporter en retour. Tenez un registre pendant une journée et demandez-vous: quelles activités ajoutent réellement de la valeur à ma vie et lesquelles ne sont que des échappatoires? Deuxièmement, établissez des barrières intentionnelles. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en la force de volonté, mais aussi à concevoir un environnement qui favorise la concentration. Mettez vos notifications en silence, établissez des horaires sans interruption et utilisez des outils comme la méthode Pomodoro pour travailler en bloc de temps sans distraction. La clé est de ne pas dépendre uniquement de la motivation, mais de stratégies concrètes qui protègent votre attention. Troisièmement, entraînez votre esprit à la concentration profonde. Nous sommes tellement habitués au bombardement constant d'informations que beaucoup ont perdu la capacité de faire une seule chose sans ressentir le besoin de vérifier leur téléphone ou de chercher une distraction. La solution est simple, mais nécessite de la pratique. Commencez par de courtes périodes de concentration absolue. Consacrez 20 minutes à une seule tâche, puis augmentez progressivement le temps. Avec le temps, vous retrouverez la capacité de vous immerger dans le travail sans vous sentir agité. Enfin, souvenez-vous de pourquoi cela compte. Chaque moment que vous passez distrait est un temps qui ne reviendra pas. Chaque minute investie dans quelque chose sans valeur est une minute que vous auriez pu consacrer à votre croissance, à votre but, à devenir la personne que vous voulez être. Si vous ne décidez pas sur quoi vous concentrer, le monde le décidera pour vous, et presque toujours, il choisira ce qui lui convient, pas à vous. Numéro 4. Comment les réseaux sociaux affectent votre esprit? Les réseaux sociaux ont changé la façon dont nous interagissons, mais ils ont également transformé la manière dont nous pensons. À première vue, ils semblent inoffensifs.
Un moyen de divertissement, de connexion, d'accès à l'information. Mais derrière chaque défilement infini, chaque notification et chaque interaction, il y a un design intentionnel pour modeler votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. L'impact le plus évident est sur votre attention. Des études ont montré que l'utilisation constante des réseaux sociaux réduit la capacité de concentration et fragmente la pensée. Chaque fois que vous passez d'une publication à une autre, votre cerveau s'habitue à traiter des informations rapides et superficielles, affaiblissant la capacité de se concentrer sur des tâches complexes. Vous devenez impatient, incapable de tolérer l'effort mental soutenu. Le pire, c'est que cet effet ne disparaît pas lorsque vous fermez l'application. Votre esprit continue de chercher ce même niveau de stimulation dans d'autres domaines de votre vie, rendant difficile la lecture approfondie, l'apprentissage ou même la simple contemplation sans distraction. Mais le problème n'est pas seulement l'attention, mais aussi la façon dont vous percevez la réalité. Les réseaux sociaux sont conçus pour montrer ce qui vous impacte le plus, pas nécessairement ce qui est vrai. Des algorithmes sélectionnent ce que vous voyez en se basant sur ce qui génère le plus de réactions. Le résultat, une distorsion de la réalité où tout semble plus extrême qu'il ne l'est vraiment. Si vous vous entourez de contenu négatif, vous commencerez à voir le monde avec plus de peur et de méfiance. Si vous consommez des images de vie parfaites, vous comparerez inévitablement votre vie à une version filtrée et éditée de celle des autres, générant insatisfaction et faible estime de soi. Un autre aspect critique est l'impact sur la dopamine, le neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation. Chaque notification, chaque commentaire, chaque nouveau follower active de petits pics de dopamine, entraînant votre cerveau à chercher une validation externe plutôt qu'une satisfaction interne. Avec le temps, vous dépendez de ces stimuli pour vous sentir bien, ce qui peut conduire à l'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression lorsque vous ne recevez pas la réponse que vous attendez. Et puis, il y a l'effet sur les relations humaines. Les réseaux promettent une connexion, mais ils génèrent souvent le contraire. Ils remplacent les interactions réelles par des interactions superficielles, réduisant la profondeur des conversations et la qualité des liens. De plus, ils créent l'illusion que rester en contact avec quelqu'un est la même chose que de construire une relation significative, alors qu'en réalité, ce sont des choses très différentes. Cela signifie-t-il que vous devez éliminer complètement les réseaux sociaux? Pas nécessairement. Mais cela signifie que vous devez les utiliser avec intention et ne pas les laisser vous utiliser. Établissez des limites claires, réduisez le temps d'exposition et observez comment ils affectent votre état mental. Demandez-vous s'ils vous apportent réellement quelque chose ou s'ils ne font que consommer votre temps et votre énergie. Votre esprit est votre ressource la plus précieuse. Si vous permettez aux réseaux sociaux de le contrôler, vous remettrez votre capacité de concentration, votre bien-être émotionnel et votre perception de la réalité à un système conçu pour vous garder piégé. La décision de reprendre le contrôle n'appartient qu'à vous. Numéro 5. Éliminez l'autocritique et avancez. Ton pire ennemi n'est pas le monde extérieur, ni les obstacles que tu rencontres, ni les personnes qui te critiquent. C'est cette voix intérieure qui te dit constamment que tu n'es pas assez bon, que tu aurais pu faire plus, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas en toi. L'autocritique excessive est l'une des formes les plus destructrices d'autosabotage. Et si tu ne la contrôles pas, elle deviendra le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs ou d'éviter la responsabilité. Évaluer nos actions est essentiel pour s'améliorer. Mais il y a une différence entre apprendre d'une erreur et se torturer mentalement pour chaque échec. L'autocritique extrême ne t'aide pas à grandir. Elle te paralyse, te remplit d'insécurité et te maintient coincé dans un cycle de doute constant. Le problème est que beaucoup de gens confondent l'autocritique avec l'amélioration personnelle. Ils pensent que se punir mentalement les rendra plus forts ou que d'être dur avec eux-mêmes évitera de futures erreurs. En réalité, c'est le contraire qui se produit.
Plus tu te punis, plus tu auras peur d'agir. L'esprit commence à associer l'erreur à une souffrance inutile, et au lieu d'apprendre et de continuer à avancer, tu resteras bloqué, évitant les défis par peur d'échouer. Pense à la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu fais une erreur, te dis-tu des choses comme « je suis un échec » ou « je ne fais jamais rien de bien » ou analyses-tu la situation objectivement et cherches-tu des solutions? La façon dont tu te parles détermine ta confiance en toi, ta résilience et ta capacité à surmonter les difficultés. Si tu traitais un ami comme tu te traites toi-même, resterait-il à tes côtés? Alors, pourquoi permets-tu à cette voix intérieure de te traiter de manière si cruelle? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance inutile n'est qu'une perception. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, le problème n'est pas dans la chose elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. » Il en va de même pour l'autocritique. Ce n'est pas l'erreur qui t'arrête, mais le sens que tu lui donnes. Une erreur peut être vue comme une opportunité d'apprentissage ou comme une preuve que tu ne vaux rien. Le choix t'appartient. La clé pour éliminer l'autocritique n'est pas d'ignorer les erreurs, mais de changer la façon dont tu les interprètes. Au lieu de te dire « je suis un désastre », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de répéter « je n'y arriverai jamais », reformule avec « c'est un défi, mais je peux m'améliorer ». Changer ton dialogue interne n'est pas une question de positivisme naïf, mais d'entraîner ton esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il est également crucial de se rappeler que personne n'est parfait. Faire des erreurs ne te rend pas moins précieux. Si tu regardes la vie de n'importe quelle personne réussie, tu verras qu'elles ont toutes échoué à un moment donné. La différence est qu'elles ne sont pas restées coincées dans la culpabilité. Elles ont appris, ajusté et sont passées à autre chose. Si tu veux avancer, arrête d'être ton propre bourreau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'améliorer constamment. L'autocritique ne te définit pas. Ce que tu fais après, elle le fait. Numéro 6. Change ta perspective et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu expérimentes dans la vie passe d'abord par le filtre de ton esprit. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine ton état émotionnel, mais comment tu l'interprètes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière complètement opposée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elles sont. Et voici la clé. Si tu changes ta perspective, tu changeras ta réalité. L'esprit humain est conditionné à chercher des motifs, à interpréter des événements et à leur donner un sens. Mais ce processus n'est pas toujours objectif. Souvent, tu traînes des croyances qui déforment la façon dont tu vois les choses. Un obstacle peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité de croissance. Un échec peut être interprété comme la fin d'un chemin ou comme le début d'un meilleur. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans la manière dont tu décides de la percevoir. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question leurs propres interprétations. Ils vivent piégés dans une narration qu'ils ont répétée pendant des années sans se rendre compte qu'ils pourraient la changer. Ils se convainquent que la vie est injuste, que tout est difficile, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'améliorer. Et à la fin, cette perspective devient une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Si tu supposes que tout est contre toi, tu vivras en résistance constante. Alors, comment changer de perspective? D'abord, remets en question tes pensées. Chaque fois que tu es confronté à un problème, demande-toi: est-ce que je vois toute la situation ou seulement une partie de celle-ci? La plupart du temps, nous nous concentrons uniquement sur le négatif et nous négligeons les opportunités qui existent dans la même expérience. Deuxièmement, observe comment tu réagis face aux défis. Te frustres-tu immédiatement ou cherches-tu des solutions? Une personne qui voit l'échec comme un apprentissage progressera plus rapidement que quelqu'un qui l'interprète comme un signe qu'il n'est pas assez bon. Troisièmement, apprends à reformuler ton langage interne. Au lieu de dire « c'est impossible », essaie «
C'est un défi, mais je peux trouver un moyen de le surmonter. De petits changements dans la façon dont tu te parles à toi-même peuvent faire une grande différence dans la façon dont tu affrontes la vie. Enfin, entoure-toi de personnes et de contenus qui élargissent ta façon de penser. La perspective ne se forme pas seulement avec des expériences personnelles, mais aussi avec ce que tu consommes. Si tu t'entoures de négativité, tu finiras par voir le monde de la même manière. Mais si tu cherches des idées qui défient tes croyances et élargissent ta vision, tu commenceras à voir des possibilités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Le monde ne va pas changer pour s'adapter à ton confort. Mais si tu décides de changer la façon dont tu le vois, tu découvriras qu'il y a toujours plus de chemin que tu ne l'imaginais. Tout commence dans ton esprit. Ta perspective est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Si tu apprends à l'utiliser à ton avantage, rien ne pourra t'arrêter. Numéro 7. Découvre le pouvoir que tu as en toi. La plupart des gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire, que les circonstances changent, que le moment parfait pour agir arrive. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Il ne s'agit pas de motivation vide ou de belles phrases. Il s'agit d'une vérité que peu acceptent. Tu es plus fort que tu ne le penses. Mais tu ne le découvriras que lorsque tu oseras te confronter à toi-même. Dès le moment où nous naissons, la société nous apprend à chercher une validation externe. On nous conditionne à croire que le succès dépend de l'approbation des autres, que le bonheur réside dans ce que nous possédons, que la valeur personnelle se mesure en réalisation et en reconnaissance. Et ainsi, nous nous éloignons de notre véritable essence. Nous nous déconnectons du pouvoir interne qui nous permet de relever n'importe quel défi, de prendre des décisions en toute confiance et de construire la vie que nous voulons. Mais voici la clé. Personne ne te donnera la permission d'être fort. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va éveiller en toi le pouvoir que tu possèdes déjà. C'est quelque chose que seul toi peux faire. Et la première étape est d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. La force intérieure ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à ne pas laisser la peur te contrôler. C'est la capacité de continuer malgré les doutes, d'agir même lorsque tu n'as pas de garantie de succès. Et le plus important, c'est comprendre que tout ce que tu affrontes est une opportunité pour développer cette force. Chaque obstacle, chaque erreur, chaque échec est un entraînement pour devenir plus résistant, plus conscient et plus maître de toi-même. Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas passer par ce processus. Ils préfèrent le confort des excuses, le refuge de la plainte, la sécurité de la médiocrité. Mais ce n'est pas une option si tu veux vraiment découvrir ton pouvoir. Tu dois te défier. Tu dois sortir de ta zone de confort et affronter ce que tu crains le plus. Parce que ce n'est que lorsque tu te mets à l'épreuve que tu découvres de quoi tu es fait. Pense à un moment difficile de ta vie, quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir surmonter à l'époque. Mais te voilà en train de lire ceci. Tu l'as surmonté. Et tu le feras encore et encore. Parce que la résilience fait partie de toi, même si tu l'as oublié. N'attends plus. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Prends le contrôle. Agis avec détermination. Et tu verras que le pouvoir que tu as en toi est bien plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. Numéro 8. La visualisation est la première étape vers la réussite. Tout ce qui existe a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chaque grande réalisation, chaque progrès, chaque transformation personnelle a commencé par une vision claire de ce que l'on voulait atteindre. La visualisation n'est pas seulement imaginer un avenir idéal, c'est entraîner votre esprit à rendre possible ce qui n'est pas encore arrivé. Le problème est que la plupart des gens utilisent la visualisation contre eux. Ils passent plus de temps à imaginer des échecs qu'à réussir, plus de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer qu'à planifier ce qui pourrait bien se passer. Sans s'en rendre compte, ils programment leur esprit pour l'échec avant même d'essayer. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez.
Lorsque vous visualisez clairement, vous envoyez des signaux à votre esprit et à votre corps sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs les plus prospères et les personnes qui réalisent des changements radicaux dans leur vie ont utilisé cet outil pour entraîner leur subconscient et préparer leur chemin vers le succès. Mais visualiser n'est pas simplement penser à ce que vous voulez. C'est le faire avec détail, avec émotion, avec la certitude que c'est possible. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer », vous devez vous voir vous-même ayant déjà réalisé ce changement. Si vous voulez être plus discipliné, imaginez clairement votre routine quotidienne. Ressentez la satisfaction de remplir vos engagements. Vivez mentalement l'effort et la récompense. La visualisation fonctionne parce qu'elle entraîne votre cerveau à accepter le succès comme quelque chose de normal. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un de capable, de fort et de déterminé, votre esprit cherchera des moyens de faire correspondre cette image à la réalité. En revanche, si vous vous voyez comme quelqu'un d'incapable, d'insécurisé ou destiné à l'échec, vous agirez inconsciemment de manière à confirmer cette croyance. La prochaine étape est de lier la visualisation à l'action. Il ne sert à rien d'imaginer un avenir meilleur si vous n'êtes pas prêt à travailler pour lui. La clé est d'utiliser la visualisation comme un renforcement mental pour ensuite prendre des décisions alignées avec cette vision. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, commencez à agir en tant que telle. Si vous vous imaginez atteindre un objectif, faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de lui. Faites de la visualisation une habitude quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher pour visualiser clairement qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental qui renforce vos décisions, votre concentration et votre détermination. Tout ce que vous accomplirez dans la vie dépendra de la façon dont vous entraînez votre esprit. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez le construire avec action. Numéro 9. Dormez bien si vous voulez être au maximum de vos capacités. Le monde moderne glorifie le sacrifice du sommeil comme s'il était un symbole de discipline et de succès. On nous a vendu l'idée que dormir moins est synonyme de travailler plus, de mieux utiliser le temps, de montrer de l'engagement. Mais la réalité est autre. Se priver de repos ne vous rend pas plus fort, il vous rend plus faible. Si vous voulez vraiment être au maximum de vos capacités, vous devez comprendre que le sommeil n'est pas un luxe, mais un outil fondamental pour la performance physique, mentale et émotionnelle. Chaque fois que vous décidez de dormir moins pour faire plus, vous sabotez en réalité votre propre progrès. La science le confirme, le manque de sommeil affecte la concentration, la mémoire, l'humeur et la capacité de prendre des décisions. Peu importe combien d'heures vous travaillez, si votre cerveau n'est pas dans son meilleur état. Sans repos adéquat, votre productivité chute, votre énergie s'effondre et votre capacité à résoudre des problèmes s'affaiblit. Le sommeil est le système de récupération naturel du corps. Pendant la nuit, le cerveau traite l'information, consolide les souvenirs et élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est le moment où les cellules se régénèrent, les muscles se réparent et le système immunitaire se renforce. Si vous interrompez ce processus, vous freinez votre croissance à tous les niveaux. Mais le problème n'est pas seulement de dormir peu, mais aussi de mal dormir. Beaucoup de personnes passent des heures au lit, mais leur qualité de sommeil est médiocre. Elles se réveillent fatiguées, sans énergie, sans clarté mentale. Pourquoi ? Parce que le repos profond est affecté par de mauvaises habitudes, l'utilisation excessive d'écran avant de dormir, la consommation de caféine à des heures tardives, l'absence d'une routine nocturne qui indique au corps quand il est temps de se détendre. Si vous voulez être au maximum de vos capacités, vous devez prioriser votre repos. Cela ne signifie pas dormir plus que nécessaire, mais optimiser la qualité du sommeil. Établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous réveiller. Évitez l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et créez un environnement qui favorise la relaxation. Votre corps et votre esprit vous en remercieront.
Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Il ne sert à rien de vous forcer au maximum si votre esprit est épuisé et que votre corps n'a pas l'énergie pour soutenir votre performance. Bien dormir n'est pas une option, c'est une exigence pour toute personne qui veut atteindre son plein potentiel. Ne vous trompez pas en croyant que dormir moins vous rendra plus productif. La vraie discipline est de prendre soin de votre corps et de lui donner ce dont il a besoin pour être au plus haut niveau. Votre performance dépend de votre repos. Si vous voulez vraiment être fort, concentré et mentalement clair, commencez par respecter votre sommeil. Numéro 10. Ce qui fait mal aujourd'hui te rendra plus fort demain. La douleur est inévitable, mais la façon dont tu la gères définit qui tu es. Tu peux la voir comme une punition injuste ou comme un outil de croissance. La différence entre les personnes qui se renforcent et celles qui se brisent ne réside pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont elles l'interprètent et ce qu'elles en font. Ce qui te fait mal aujourd'hui n'est pas la fin, mais l'opportunité de construire la version la plus forte de toi-même. La plupart des gens craignent la douleur. Ils la fuient, l'évitent à tout prix, résistent à l'affronter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la douleur n'est pas l'ennemi. C'est le professeur le plus impitoyable, mais aussi le plus efficace. Chaque coup, chaque échec, chaque déception contient une leçon qui peut te rendre plus sage, plus résistant et mieux préparé pour ce qui vient. Si tu l'évites, tu te prives de l'opportunité de grandir. Quand tu traverses des moments difficiles, ton esprit essaiera de te convaincre que tu ne peux plus, que renoncer est la meilleure option. Mais voici la clé. La résilience ne se construit pas dans le confort, mais dans l'adversité. Chaque fois que tu affrontes la douleur avec détermination, tu deviens quelqu'un de plus fort. Et la prochaine fois que la vie te frappe, tu seras mieux préparé. Le problème est que beaucoup de gens restent coincés dans la souffrance sans en tirer profit. Ils se victimisent, revivent encore et encore ce qui leur est arrivé sans l'utiliser pour s'améliorer. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle n'a pas d'importance. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre d'elle et ensuite de continuer avec plus de clarté et de force. Pense à n'importe quel accomplissement important de l'histoire. Aucun grand exploit n'a été réalisé sans sacrifice, sans effort, sans moment de doute et de désespoir. Il en va de même pour toi. Chaque difficulté que tu surmontes ajoute une couche de résistance à ton caractère. Si tu apprends à voir la douleur comme un outil de transformation plutôt qu'une malédiction, tu deviendras inébranlable. Peu importe à quel point le moment que tu vis est difficile. Il ne sera pas éternel. Il passera. Et quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que cette souffrance était nécessaire pour te transformer en quelqu'un de meilleur. Ce qui fait mal aujourd'hui sera la base de ta force demain. Choisis d'affronter la douleur avec courage. Utilise-la comme carburant. Ne laisse pas qu'elle te détruise. Utilise-la pour te construire. Parce qu'à la fin, la douleur est temporaire, mais la force qu'elle te laisse est pour toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.